parler de l'histoire, transmission, filiation et témoignages autour de la libre circulation en institution psychiatrique. Alors, Jean-Paul, merci de m'avoir témoigné ta confiance pour que je puisse peut-être rapprocher, pour que je puisse faire ce témoignage. Je suis assez ému parce qu'en fait, j'ai beaucoup transmis dans ma carrière. Pour les cadres d'ailleurs, j'avais fait un ouvrage autour de l'éthique du métier, autour de l'éducation thérapeutique, parfois un peu de la clinique. Mais je crois que c'est la première fois que je témoigne sur une partie de mon histoire en psychiatrie. Et je suis ému parce que ça m'a amené à vraiment me remémorer des choses. Et je fais le lien avec ce que disait ce matin Pierre Parisot, des savoirs contextuels. Ça m'a vraiment demandé un effort de faire des liens entre cette expérience que j'ai pu vivre en tant que cadre d'ouverture des portes, de libre circulation, mais aussi qu'est-ce qui a permis que ça soit possible. Alors, je fais aussi des liens avec ce que disait Chantal, que moi, je suis plutôt partisan de dire que les choses sont possibles. Ça a dominé toute ma carrière. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, donc ça a sûrement facilité pas mal les choses. Alors, ce que je voudrais, quelques éléments bibliographiques, je ne vais pas aller très longtemps là-dessus. Je sais qu'il est déjà un peu tard, mais néanmoins, c'est très important. Euh, Peut-être une chose qu'on a dit un peu ce matin en introduction, passer du vieux monde à ce qui se passe aujourd'hui, c'est souvent source de clivage. Clivage entre c'était mieux avant, une certaine nostalgie, où on fait bien plus de choses maintenant. Et je dirais, c'est vrai ou c'est faux. On est quand même, la crise, je pense, a énormément favorisé et amplifié cette notion de clivage, de radicalité dans ce que les gens pensent, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est juste ou c'est pas juste, c'est bien ou c'est mal. Et moi, je pense que l'histoire, c'est chacun d'entre nous. Vous êtes tous porteurs de quelque chose. Le lien entre le passé et le futur, c'est vous ici, dans cette salle, avec ce que vous savez, avec ce que vous avez envie de vivre, quoi. Alors, du coup, une chose qui est très importante, j'ai eu la chance, en rentrant de vacances, d'être dans un TGV. Et il y avait un jeune devant moi qui a 18 ans, je pense pas plus, 18, 20 ans. Il est en train de lire un livre de Birnbaum, Le courage de la nuance. Et le titre m'a un peu interpellé. Et je me disais, tiens, ce jeune qui lit ça. Et c'est un livre que j'ai acheté, que j'ai lu, et qui correspond énormément à des choses qui sont pour moi très importantes. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas témoigner, on ne peut pas transmettre s'il n'y a pas cette notion très importante de la nuance, euh, la bienveillance dans la confrontation des idées. On peut ne pas être d'accord, hein, mais je pense qu'il y a besoin d'être bienveillant pour se parler. La confrontation sincère, loyale, franche, hein, et plutôt avant de juger, alors je reprends des éléments du livre, hein, bien sûr, ce n'est pas de moi, hein, mais j'y crois beaucoup. Avant de juger, commençons par se saisir du réel et de ses contradictions plutôt que d'être sourd aux vues d'autrui. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont pour moi essentielles quand on veut transmettre. Et puis, je terminerai, sans être trop exhaustif sur cette partie-là, il parle de mesure comme bravoure sacrée. C'est vraiment un exercice de liberté, une mise en mouvement, une responsabilité. Je pense qu'on a besoin réellement de revenir dans cette notion de nuance, de, de, de partage des idées, de référencer ces idées avant de prendre position pour éviter des opinions toutes faites. Et pour moi, la transmission, elle est un peu autour de ça. Alors, je ne vais pas être très long sur un peu d'histoire, mais sur cette notion de libre circulation, de psychiatrie, avec des mouvements tantôt fermés, tantôt ouverts, tantôt fermés, eh bien, juste quelques balises, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé. Alors, j'avais déjà, avant d'entendre Aude, mis cette première balise autour de Pussin. Je n'avais pas choisi Pinel, j'avais bien choisi Pussin. Voilà, qui est un moment fondateur. On en a beaucoup parlé, j'y reviens pas. Puis après, un mouvement de fermeture à nouveau sur le 19e siècle, une lente réouverture sur le 20e siècle.
Et puis, un point qui pour moi est essentiel dans notre histoire, c'est 1945 et tout ce qui s'est passé à Saint-Alban suite à la guerre. Je vais pas y revenir, mais comment, grâce à ces gens-là, eh bien, on a commencé à lutter contre la ségrégation. Ça a été quelque chose de très, très important. Et puis, de pouvoir vivre l'institution comme un lieu de parole, un lieu de circulation. Pour moi, c'est vraiment un moment dans l'histoire qui est particulièrement important. Et puis 1960, bien sûr, la circulaire, le secteur, la proximité, l'ouverture sur le secteur, donc une première ouverture qui a été très, très importante aussi. Alors, aujourd'hui, on peut se poser des questions. Combien de séjours en psychiatrie? Je crois que alors ce pas des chiffres peut-être un peu à vérifier, mais dans ce que j'ai pu retrouver, il y a 400 000 personnes qui effectuent un séjour en psychiatrie chaque année. C'est quand même énorme. Alors, est-ce que les unités sont ouvertes ou fermées? Eh bien, j'ai le regret de vous dire que la majorité des personnes hospitalisées, eh bien, elles sont encore dans des services qui ne permettent pas la libre circulation de la parole, d'aller et venir aujourd'hui. La parole, j'espère que... Alors, que dit la législation? Eh bien, elle ne soumet à aucun impératif de fermeture des lieux d'accueil spécialisés, et c'est plutôt laissé à la décision et à la libre appréciation et des directeurs et des médecins. Donc, rien ne dit qu'on devrait être dans des services fermés. Et pourtant, eh bien, le choix quasi unanime, c'est que les portes sont closes, y compris pour des patients qui sont librement hospitalisés. Alors, à partir de là, c'est quoi qu'est-ce qu'elle permet, l'ouverture des unités? Alors, on avait eu une rencontre à Novillars, dans le département du Doubs, où je suis, qui avait amené certains constats sur lesquels j'étais complètement en accord. C'est que ouvrir des unités, ça amène des réactions imprévisibles. Mais imprévisibles dans tous les sens du terme. Pas forcément, imprévisible ne veut pas dire négatif, mais des choses qu'on n'aurait pas imaginées quand on est dans un lieu fermé. Ça, c'est une chose qui est très importante. Alors forcément, ça insécurise d'abord, je vais y revenir. Ça nécessite de cheminer pas à pas. On ne va pas ouvrir comme ça quand on a décidé de le faire. Et ça demande un vrai changement d'état d'esprit. Ça interroge l'ambiance. Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux travailler dans ce lieu-là? Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Ouvrir, ça veut dire associer l'individuel au collectif. L'ouverture nécessite un vrai travail collectif et un vrai appui sur un collectif. Et puis, un travail dans la pluridisciplinarité, c'est l'affaire de tout le monde, pas l'affaire de quelques personnes. Alors, oui, je vous ai mis cette citation parce que je trouve qu'elle est plutôt parlante. Alors, mon témoignage. D'abord, un contexte, là où je travaillais, bien évidemment. Alors, là où je travaillais, c'était un centre psychothérapique, ça s'appelait comme ça à l'époque, situé à 1000 mètres d'altitude dans le Houdou, très isolé. Vous voyez, autour, il n'y a que des sapins. À l'époque, on avait tendance à mettre les établissements très loin des maisons et de la foule. Donc, bien sûr, un isolement important, mais une situation favorable. Favorable dans le sens où on avait un seul secteur géographique, très rural. Et puis, un médecin qui venait de Paris, qui avait vraiment envie de développer la psychothérapie institutionnelle, et donc avec qui j'ai énormément appris, et qui était vraiment un fondement. Donc, vraiment un lieu plutôt familial d'opportunité. Mais une zone d'ombre, parce que cet établissement, très long, vous voyez, des couloirs immenses, très compliqués au niveau de la surveillance, était complètement fermé à l'intérieur, fermé à l'extérieur, fermé sur le parc qui était pourtant magnifique et qui nécessitait en permanence chez les infirmiers d'avoir un trousseau de clés. Alors, on passait un temps, on dit qu'on n'a pas le temps, mais on passait un temps infini à ouvrir des portes. Voilà.
Même la salle à manger était fermée. Parce qu'on avait peur que les patients prennent un couteau ou je ne sais quoi, voilà, se blessent. Donc c'était extrêmement fermé. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de difficile à vivre pour tout à chacun. Alors, premier je dirais, invariant, pour ouvrir, il faut une volonté institutionnelle. Et elle était là. Il y a quelques infirmiers qui un jour en avaient marre, j'étais cadre à l'époque, et qui disent on n'a plus envie de travailler avec ces clés, on voudrait que cet établissement soit ouvert. Alors, je rappelle, un seul secteur, ça veut dire une unité d'hospitalisation de 20 lits avec l'ensemble des placements, contraintes ou pas contraintes, puisqu'ils étaient tous au même endroit. Donc, désir de quelques soignants. Alors, bien sûr, premier temps, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Le travail. Est-ce que cette idée, j'en fais quelque chose ou j'en fais rien du tout, quoi. Mais le deuxième point important, c'est qu'il y avait un médecin qui était plutôt favorable et qui était aidant en disant pourquoi pas. Donc, on a constitué une harmonie dans notre binôme, puisque tous les deux on était d'accord. Et quand je dis un cadre institutionnel structurant, eh bien, il y avait des temps de discussion réguliers, des réunions de fonctionnement, des réunions cliniques, donc des temps pour pouvoir se parler et réfléchir comment on allait faire. Donc, c'est ce qu'on a fait. Premier invariant, une volonté institutionnelle. C'est essentiel. Alors, pourquoi ouvrir? On n'ouvre pas pour ouvrir. Hein. Je vois pas pourquoi ce serait... Il y a un besoin, et c'est le deuxième invariant, que ce projet soit centré sur des valeurs. Alors, on parle souvent des valeurs, mais les valeurs, ce n'est pas des valeurs pour faire beau, inscrites comme ça sur un papier. C'est des valeurs qu'on incarne et qu'on défend, et avec lesquelles on est des garants. Ça, ce n'est pas la même chose, quoi. Quand un cadre dit « je suis proche de mon équipe », moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui va me faire voir qu'il est proche de son équipe. C'est une belle valeur, mais encore faut-il l'incarner. Alors, je suis désolé, ce n'est pas la photo. J'ai bien compris que ce n'était pas la photo de Jean-Baptiste Poussin, puisqu'on m'a dit qu'il n'y en avait pas, mais en tout cas, il est là. Voilà. On s'imagine qu'il aurait pu être comme ça. Deuxième invariant, un projet centré sur des valeurs. Alors, quelles étaient nos valeurs? La première, eh bien, c'était une exigence. Une exigence qui était de garantir dans cette institution la libre circulation des patients. Alors, préserver la libre circulation des patients, c'est paradoxal ce que je suis en train de vous dire, et pourtant c'est vrai, eh bien, ça préserve leur sécurité. Plus il y a de liberté, plus on augmente la sécurité. Ça, c'est vraiment ce que j'ai pu vivre. La deuxième chose, c'est le droit des malades. Voilà, je pense qu'il faut toujours avoir un œil attentif sur leurs droits. Je vous invite à ce sujet à lire l'article de Jean-Michel Bourrel qui a fait un rappel de la loi de 2002 et de son évolution 20 ans après, où il reparle effectivement de ce droit là, au respect et tout le reste, quoi. Après, une valeur qui peut vous paraître parfois bateau, une approche humaniste. On est tous, je pense, des humanistes. Mais je la précise un peu dans cette approche pour moi, et c'est ce qui a fondé toute ma vie professionnelle, c'est croire aux possibilités de l'autre. Même quand il est complètement en vrac, il y a cette possibilité toujours de pouvoir remobiliser des choses. Ça m'a servi dans mon travail, mais ça m'a servi aussi en formation. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Si on est centré sur les possibilités et les potentialités de l'autre, je vous assure, eh bien, il peut déplacer des montagnes. Une conception qui, pour moi, est essentielle aussi, c'est la co-construction. On ne fait pas les choses tout seul. Si on ouvre, il faut faire participer les malades et leur demander comment on va faire ensemble. Qu'est-ce qui va permettre qu'on devienne garant des choses? Et puis, l'ouverture, mais dans sa dimension la plus métaphorique, c'est-à-dire l'ouverture à la souffrance de l'autre, l'ouverture sur l'extérieur de cet établissement, mais l'ouverture à l'intérieur, parce que tout était fermé. C'est aussi une ouverture dans sa tête,
Voilà. Ça, c'est un vrai travail individuel, de s'ouvrir dans sa tête. Et puis, un collectif, ça, c'est essentiel, un appui fondamental, une source de réflexion, mais aussi un collectif qui devient le garant de ce projet-là. Alors, encore une petite pause, voilà, quelque chose qui est pour moi important. Tout ça, ça ne peut se faire que par le dialogue. Et j'espère que le dialogue nous permet d'avancer et de changer un peu notre positionnement et notre façon de penser. Alors, troisième invariant, il faut questionner le sens. Qu'est-ce que c'est que le sens de notre travail aujourd'hui? Il y a beaucoup de questionnements autour du sens du travail en général aujourd'hui. Pourquoi on travaille? Voilà, si c'est pour galérer, c'est pas la peine, quoi. Mais pourquoi on est encore là? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est des choses, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser. Alors, troisième invariant, questionner le sens. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean Houry, que j'ai pu rencontrer régulièrement dans des conférences. Et il y a une phrase marquante qu'il a dit quand on était là une fois. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je fous là, le matin quand on arrive? Il y a des fois d'ailleurs, on aura envie de repartir, hein, mais on reste. Réinterroger la philosophie de soins, ça c'est essentiel. Comment on veut travailler ensemble? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Comment on veut que l'ambiance du lieu soit une ambiance sympathique? Qu'est-ce qu'on va faire pour ça, quoi? Voilà, c'est des choses qui sont essentielles. Donner la parole aux patients, ça c'est quelque chose aussi qui est pour moi un fondement de mon travail, de ce que j'ai pu faire pendant de nombreuses années. Le patient, il a plein d'idées si on lui donne la parole, et il peut beaucoup nous aider dans des projets aussi difficiles que ceux-là. Et puis, quand je parle de démocratie de la décision, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend la décision d'ouvrir, bien sûr, ça prend du temps, je vais vous en parler un petit peu, mais on respecte cette décision collective qui a été proposée de façon démocratique dans les réunions. Alors, à partir du moment où c'est ouvert, quels soins on veut prodiguer? J'en ai un peu parlé. La libre circulation, c'est une possibilité de soins extraordinaire, parce qu'on soigne autrement. Et je vous assure que ça a été pour moi un vrai bonheur de pouvoir vivre ça pendant ma carrière. Alors, un service ouvert, forcément, ça va venir amener chez le patient sous contrainte de le mettre en face de sa responsabilité. Et donc, sur un plan clinique, c'est une autre manière de s'adresser à lui. Ce n'est plus la porte qui va définir la responsabilité, mais c'est ce qu'on va faire avec lui qui va définir que, oui, il est sous contrainte, et ce n'est pas parce qu'il a la libre circulation qu'il va, comme ça, faire ce qu'il veut, quoi. Donc, c'est un vrai travail clinique à réaliser avec lui. Alors, bien sûr, une question qui est fondamentale avant d'ouvrir, c'est qu'est-ce que la fermeture induit? Je pense que c'est une vraie question à se poser. On ne se la pose pas forcément souvent, mais quand on commence à se dire ce que ça induit, je vous assure qu'on a envie d'ouvrir. Alors, voilà une petite phrase de pause. Et puis, je continue. Comment on a fait? Parce qu'une volonté, oui, mais plein de problèmes derrière, parce qu'il fallait réfléchir sur la manière de pouvoir ouvrir. Alors, c'est le quatrième invariant. Il faut travailler avec les résistances. Alors, je parle des résistances sur un plan psychanalytique. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est un projet comme celui-ci, vous allez avoir... Il y a plein de gens qui ont envie qu'on ouvre, mais alors vous avez plein de difficultés qui vont commencer à arriver en réunion, quoi. Comment on va faire? C'est pas possible. Ça, je l'ai entendu de nombreuses fois. Ils vont fuguer. Notion de fugue, j'y reviendrai. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, une fugue, hein? Ça veut dire être emprisonné. Je me souviens, je vais vous donner un exemple, je me souviens d'un infirmier qui disait « Mais vous allez nous mettre dans une difficulté pas possible, puisqu'il y a 2/3 des personnes qui sont hospitalisées sous contrainte pour 1/3 en placement libre. » La photographie qui donnait sa représentation, c'était qu'il y avait à peu près 2/3 des personnes qui étaient hospitalisées sous contrainte. Ça m'avait... Alors,
le jour où il a dit ça en réunion, il y avait effectivement 13 patients qui étaient sous contrainte pour 7 patients qui étaient en hospitalisation libre. Ça ne veut pas dire que c'était toujours comme ça. Alors, j'ai respecté ce qu'il disait, et je me suis dit, pendant 3 mois, je vais faire un état des lieux du nombre de personnes qui est en placement libre et du nombre de personnes qui sont sous contrainte pour voir, parce que en fait, j'avais l'impression qu'il me donnait quelque chose que je n'avais jamais repéré. Et en faisant ça, c'était très prometteur pour moi, parce qu'en fait, c'était l'inverse. Alors c'est pas parce qu'il y avait cette photographie ce jour-là, je leur ai donné les chiffres, tableau à l'appui, de façon très pragmatique, et effectivement, ça a été un facteur de grande réassurance. Non, il y avait beaucoup plus de gens qui étaient en hospitalisation libre que sous contrainte, mais c'était important de passer par l'écoute de sa crainte à lui, et puis le fait que sa crainte ne voulait pas dire que c'était la réalité de ce qui se passait. Alors, je reviens sur les fugues. Je vous renvoie d'ailleurs à un très bel article de Psychom qui a travaillé, c'est au mois de février, qui a fait un bel article sur les fugues suite aux événements de Toulouse. Alors, en général, quand on fugue, on fuit un endroit qui est désagréable. Alors, c'est sûr que quand on se sent bien quelque part, on n'a pas envie de partir. Alors, je sais bien quand je dis ça, je confronte un peu les choses, mais on va plutôt avoir envie de partir d'un endroit qu'on ne se plaît pas. Mais quand on se plaît, il y a des fois, c'est l'inverse. Il faut dire, oui, vous n'allez pas rester toujours ici, quoi. Alors, ça peut être lié aux symptômes, mais enfin... alors, travailler sur les résistances, c'est travailler sur les peurs, travailler sur les croyances, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi sur les propres incapacités que les soignants vont vous donner. On ne va pas pouvoir le faire, quoi. On ne va pas être capable. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais on a pris le temps d'écouter tout ça. Ensuite, le 5e invariant, c'est justement se donner du temps. Alors, on a pris 1 an. Ça nous a pris 1 année pour ouvrir complètement le service du matin jusqu'au soir. Alors, on l'a fait prudemment. D'abord 2 heures. Alors, ils avaient choisi, les infirmiers, ils sont intelligents, hein. Ils ont choisi les 2 heures qui paraissaient les plus faciles en termes de surveillance. Puis après, on a fait 4 heures. Puis après 6, puis après 8. Voilà. Donc, ça a été nécessaire parce qu'à chaque étape, eh bien, ils se réassurent en se disant, oui, c'est possible. On a pu tenir, ça a bien marché. Voilà. Donc, un cheminement, prendre le temps, partager les inquiétudes, et puis à chaque étape, évaluer comment ça se passe, quoi. Et puis, un besoin d'étayage. Alors, un besoin d'étayage, c'est pas parce que c'est ouvert que tout le monde doit sortir sans arrêt, quoi. Il y a des temps à l'intérieur où il se passe du soin, des moments qui sont à privilégier, des réunions communautaires, des temps d'activité. Et on n'est pas... c'est pas parce que c'est ouvert qu'il faut passer depuis le matin 9h jusqu'à 18h son temps dehors, quoi. Donc, il y a eu besoin d'un temps intermédiaire pour mettre en place des consignes. Et les infirmiers voulaient ça. Alors, on avait inventé sur le dossier du patient une fiche qu'on appelle fiche de consigne. Elle était violette, je me souviens encore. Et sur cette fiche, on notait un peu comme un mini-projet. Lui, il peut sortir tous les après-midi, il n'y a pas de problème. Lui, il ne peut pas sortir, voilà, etc. Alors, les consignes, parfois, ça peut être plus difficile parce que je me souviens d'un patient qui était à l'époque en hospitalisation d'office. Il voulait tuer sa femme, donc parce qu'il était délirant et qu'il pensait que sa femme le trompait. Et il voulait la tuer. Donc, il avait été hospitalisé justement avec une hospitalisation très sous contrainte. Et l'inquiétude qu'on pouvait avoir, c'est de se dire, si c'est ouvert, il va s'en aller et il va aller la tuer. Voilà. Donc, une responsabilité qui était quand même assez importante. Alors, on ne voulait pas refermer parce qu'on était confronté à un problème avec une personne. Donc ça, c'était pour nous pas possible en termes de garantie de respect et de loyauté. Donc, la consigne il y a 2 choses qui ont été faites avec lui. Le psychiatre lui a rappelé son placement et ce qui se passerait s'il s'en allait. Il serait ramené par la police. Et
on lui a prescrit d'être en pyjama, donc de ne pas avoir ses habits pendant un certain temps jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Alors, c'est peut-être pas la décision la plus heureuse, mais ce qui nous importait, c'est l'ensemble du collectif et pas la difficulté d'une personne. Cette personne, ça a été suffisamment contenant, elle n'a jamais cherché à sortir. Donc, c'est très important d'avoir ces petites choses de sécurité où les infirmiers en permanence, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas sa fiche de rempli, ils venaient nous voir en disant « on n'a pas de consigne ». Voilà. Alors, les consignes étaient un peu construites avec le médecin, mais aussi avec les infirmiers et avec le patient, bien sûr, parce que c'est important qu'il y ait un contrat collectif. Oui, ok. Voilà, donc une petite phrase de pause. Voilà. Les expériences créatives peuvent être produites régulièrement, systématiquement, presque chaque jour dans la vie des gens. Cela exige une énorme sécurité, c'est quelque chose que c'est important, personnel, de l'ouverture et un esprit d'aventure. C'est Bergson qui dit ça. Alors, juste quelques résultats, et après je vous donnerai quelques points de vigilance et j'en aurai terminé. Au niveau des résultats, on s'est rendu compte, c'est un vrai paradoxe, que l'ouverture a diminué les fugues. Parce qu'en fait, les gens ils cherchent à partir quand c'est fermé, et parfois même de façon très dangereuse, mais sûrement pas quand c'est ouvert. Donc ça, c'était très important. Beaucoup d'angoisses qui se sont dégonflées. Je pourrais vous citer plein d'exemples. Une diminution de la violence, parce que plus les espaces s'agrandissent, eh bien, c'est un peu l'histoire qui était racontée juste avant, quoi. Les personnes, elles vont dehors pour sortir. Je me souviens d'un patient qui était en hospitalisation sous contrainte. Il n'en pouvait plus. Je sentais qu'il allait tout casser. Comme la porte était ouverte, il est parti et il allait boire deux verres de whisky en ville et il est remonté. Donc, moi, je n'étais pas inquiet. J'ai dit aux infirmiers, vous inquiétez pas, il a fait une fugue thérapeutique. Mais... Alors, bien sûr, à travers tout ça, on a développé quelque chose qui nous était cher, qui est la psychothérapie institutionnelle, la place du patient dans la décision, l'importance de la solidarité du collectif. C'était nous le contenant, donc c'était important d'être solidaires entre nous. Investir les choses, les activités, les lieux de soins, c'est aussi circuler librement, c'est aussi pouvoir aller voir ce qui se passe à la cuisine quand une équipe est en train de faire un atelier cuisine, parce que les odeurs nous attirent là-bas. C'est pouvoir aller voir ce qui se passe dans une autre activité. C'est amener de la vie partout, quoi, pour qu'on ne soit plus dans la déambulation, mais dans vraiment un espace de circulation des personnes. Voilà, alors je termine avec cette dernière diapo. Il y a des points de vigilance. Parce qu'en fait, un projet comme celui-ci, l'investissement que ça a demandé, c'est un instant T avec une équipe. Une équipe qui a travaillé, qui a réfléchi, qui a parlé de ses résistances, qui a décidé d'avancer. Dès le moment où l'équipe bouge, surtout quand elle bouge beaucoup, tout est à recommencer. On ne peut pas penser une seule fois que ce qu'on a fait, c'est un acquis pour toujours. Très vite, on peut tout refermer. Ça peut aller aussi vite, beaucoup plus vite de refermer que d'ouvrir. Il faut retravailler tout le temps le sens. Pourquoi on a décidé d'ouvrir? Les jeunes professionnels qui arrivent, ils ont besoin de comprendre. Donc, il ne faut pas les oublier, il faut réfléchir à ça avec eux. Et puis, la moindre difficulté peut ramener de la rationalisation. On ne peut pas. Moi, personnellement, je ne suis pas pour l'ouverture-fermeture. Parce que quand on commence à refermer, on dit aujourd'hui on ferme parce qu'on n'y arrive pas, eh bien, à un moment donné, c'est beaucoup plus fermé qu'ouvert. Donc, il vaut mieux réfléchir sur comment on fait pour que ça reste ouvert. Et puis, bien sûr, moi, c'était ma chance, mais un binôme cadre-médecin qui est sûr, qui est vraiment centré sur ce projet et qui défend ce projet, qui prend ses responsabilités, c'est très facilitant aussi pour une équipe. Voilà. Alors, je voulais aussi, j'ai eu la chance de rencontrer le psychiatre M. Najman, qui a fait un livre, un manifeste autour de cette libre circulation, quelqu'un de chouette. Et j'ai retenu une de ses phrases qui dit que si nous ne sommes pas exigeants avec les libertés fondamentales des patients, ce sont nos libertés de professionnels qui risquent d'être atteintes. Et c'est avec cette phrase que je vous propose de conclure mon intervention. Merci.
Merci Jean-Marie. Et puis je réajuste ce que j'ai dit tout à l'heure. J'y suis pour rien dans ce que tu as été comme infirmier en psychiatrie et comme cadre de santé en psychiatrie. Je dirais même qu'en tant que doctorante, tu m'as formé beaucoup. Merci. Alors, dans la relation, oui. Bonjour, Fouad Belmouna, je suis infirmier de recherche clinique au CHU de Saint-Étienne. Alors, une réaction très spontanée. Merci d'abord pour votre témoignage, qui est pour moi, en tant qu'infirmier de soins généraux, mais dont la pratique, la plupart de la pratique professionnelle se situe en psychiatrie, très évocatrice dans la vie des services en termes des soins directs au chevet du patient. L'initiative que vous avez prise, nous tentons tous de la prendre. Alors, vous parliez, comment dirais-je, du binôme cadre médecin, pardon, mais vous ne nous parlez pas également du positionnement de l'institution proprement dite. On nous demande de prendre soin de nos patients. Je pars du principe, du postulat de base que une équipe qui prend soin des patients est en capacité de le faire à condition qu'on prend soin d'elle. Et que pour la plupart des initiatives soignantes qui sont prises, elles sont conditionnées, vous savez, par cette épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête, la peur de faire l'erreur et la peur qu'on soit taxé ou reproché d'avoir fait une faute professionnelle. Vous évoquez l'ouverture des services. Effectivement, nous sommes tous conscients qu'au-delà de la contrainte imposée à nos patients, on voudrait travailler sur le prendre soin de façon à pouvoir donner à nos patients l'envie de rester avec nous. Ça se manifeste par des, comment dire, j'allais dire très naïvement, simplement, c'est pas simple ni naïf, mais être en capacité d'être avec nos patients, être en capacité de nous mêler aux patients dans notre quotidien. Et pour ce faire, il me semble important d'avoir le temps, mais aussi de prendre le temps de le faire. Vous savez, on est quotidiennement confronté à des patients qui sont en demande d'aide. On est sans cesse en train de leur dire on n'a pas le temps, on en relève, on est en réunion. À un moment donné, à force de les frustrer, ils n'ont plus les mots pour signifier leur colère, ils passent à l'acte. Voilà. Donc pour le coup, se prendre soin, c'est aussi prendre soin des équipes. On est censé prendre soin de nos patients, mais je veux dire que, pardon, hein, j'ai un peu plus de 25 ans d'expérience, mais parfois je me pose la question si pour autant vouloir prendre soin de nos patients, est-ce qu'on est capable d'abord de prendre soin les uns des autres? Oui. Voilà. Alors, il y a deux choses qui sont... Oui, merci, je suis content que ça vous fasse réagir de cette façon-là. Oui, vous avez raison. Sur un plan institutionnel, il y a aussi effectivement le positionnement de la direction qui est très important. Alors là, on sortait d'une époque où je pense qu'avec une direction qui était assez terrible pour nous, et si on l'avait fait à ce moment-là, je pense que ça aurait été compliqué. Parce que c'était quelqu'un qui était plutôt dans le moindre problème allait poser quelque chose de difficile pour le monde soignant. Mais on a eu un peu... les choses étaient alignées, puisque au moment où ça s'est fait, la direction était d'accord avec le projet. On n'a pas eu du tout de bâtons qui nous ont été mis. Alors, après, dans la deuxième partie de votre propos, oui, je suis absolument d'accord avec vous que c'est très important de prendre soin de l'équipe. L'ouvrage que j'ai fait sur les cadres, pour moi, c'était... tous les cadres que j'ai eus, ils peuvent le témoigner. Je leur ai dit, vous êtes là pour ça en premier. Voilà. Vous n'êtes pas là pour faire des chiffres, des statistiques. Alors, bien sûr, on va nous dire de faire ça, mais pour moi, la première démarche, c'est d'être là, quoi. Je discutais avec un cadre hier soir, un cadre supérieur en plus, qui a mangé à ma table. Et il avait une manière de parler qui m'a énormément fait du bien, parce qu'il disait, ben oui, moi, si je passe dans le service et que je vois quelqu'un qui est en difficulté, un infirmier, je vais pas dire je suis cadre sup, c'est pas mon boulot, quoi. Et il dit, j'y vais, quoi. Je vais les accompagner. Alors, il y a autre chose qui est important dans ce que vous dites, c'est, moi, j'ai 2 personnes dans ma famille qui sont infirmiers, mon gendre et ma belle-fille, je leur ai toujours dit depuis le début, trouvez impérativement des endroits pour vous ressourcer, parce que je serais très peiné au bout de 15 ans de vous voir complètement décati.
Et il y a plein de façons de se ressourcer. Alors bien sûr, il y a la considération qu'on peut vous apporter dans le cadre de votre travail, mais il y a aussi tout ce que vous pouvez aller chercher ailleurs pour trouver des endroits de ressourcement, parce que c'est un métier qui est difficile, je vous l'accorde complètement. Mais en tout cas, vous avez besoin de considération et de reconnaissance, ça c'est sûr. Et si on vous le dit, ça va énormément vous aider. Je rebondirai sur l'intervention qu'il y a eu juste avant. Effectivement, il y a aussi la question de s'autoriser à prendre le temps d'accompagner les... De s'autoriser, pardon, à prendre le temps de passer du temps avec les patients. Alors c'est vrai qu'on a la chance de travailler... Pardon. On a la chance, de travailler. Enfin, j'ai la chance de travailler dans un service où c'est ouvert, où le service est ouvert pour les patients. Alors, ça fonctionne avec un système de badge qu'on leur donne ou non, en fonction du cadre qu'on leur applique. Mais on a cette possibilité-là et on s'autorise, je trouve, c'est super intéressant, à des fois juste dire non à des réunions aussi. À titre d'exemple, hier, on devait avoir une réunion avec la psychologue. On avait entamé une partie de pétanque avec les patients. Et on a fini la partie de pétanque. La psychologue n'était plus disponible. Et il n'y a pas eu réunion. Mais il faut s'y autoriser et il faut aussi que ce soit au clair pour tout le monde. La psychologue en question, elle a compris et elle a accepté aussi qu'à ce moment-là, c'était un temps dédié pour les patients, que la réunion, on la ferait une prochaine fois. Mais il faut que ce soit clair, pour tout le monde. Pardon. Oui, alors vous soulevez quelque chose qui est pour moi aussi essentiel dans nos métiers, c'est la disponibilité. Tout est fait pour qu'on ne soit pas disponible. Le téléphone, le nombre d'admissions, le fait que ça va dans tous les sens, tout est construit de cette façon-là. Et c'est vrai que ça demande un effort, mais c'est essentiel de se dire, si je veux me rendre disponible à ce moment-là, et tant pis s'il y a des choses que je ne vais pas faire, quoi. Donc c'est la valeur de disponibilité, pour moi, c'est une valeur essentielle. Mais disponibilité dans le sens être là, quoi. Être là avec l'autre. Oui, Philippe. Oui, c'est un peu pour rebondir sur la notion de disponibilité à l'autre et à soi. Parce que l'infirmier doit être disponible à soi avant d'être complètement. Ah oui, pardon. Avant d'être disponible aux autres. Enlevez le masque et puis parlez bien, parce que les personnes du fond, sinon, elles n'entendent pas vos questions. Alors, il y a le courant, on les perd. Voilà, il y a le courant des hôpitaux humanistes aux États-Unis où justement, cette disponibilité de l'infirmière, a été mise en exergue. Lorsqu'elle dispense les médicaments, par exemple, elle porte un tablier. Lorsqu'elle porte ce tablier, aucune personne ne peut la déranger, que pour quel motif que ce soit. Ni téléphone, ni le médecin qui passe, ni etc. Lorsque, effectivement, elle passe d'un patient à l'autre pour éviter, et lorsque les études ont été faites sur à quoi pense l'infirmière lorsqu'elle fait un soin à une personne, elle s'aperçoit qu'elle passe au patient d'avant, elle pense à l'administratif, comme tu disais, et elle pense au patient futur, mais pas forcément à sa présence authentique envers la personne, qui est un des concepts d'ailleurs qui est développé dans ces hôpitaux humanistes. Et elles font des exercices de mindfulness juste avant de rentrer dans l'espace. Et je pourrais en défiler, le leadership du manager, c'est le leadership authentique. Il y a toute une structure, les hôpitaux magnétiques, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet. Donc je voulais dire que si on veut s'inspirer de ces choses-là, ça existe. En Europe, on a plusieurs exemples dans le domaine. Bruxelles, par exemple, l'hôpital de Bruxelles est affilié aux hôpitaux humanistes. Plusieurs hôpitaux suisses, même en psychiatrie, série aussi, par exemple à Lausanne, est affilié à l'approche humaniste. Donc, il y a des possibilités de développer, mais comme tu disais, il faut que la recherche impacte énormément la pratique et amène ces concepts. Et je vois qu'il y a une jeune relève qui se met en place et je pense que nous aurons effectivement le partage peut-être plus assidu de voir qu'est-ce qui peut se passer dans une approche humaniste des soins. Merci. On va terminer. C'est fini, tu veux prendre la parole? Oui. Est-ce que je peux juste te dire un mot, Jean-Marie? Oui, je t'en prie, Isabelle. Oui, moi je te remercie d'abord de nous ramener toujours et infiniment vers les valeurs. Je crois que ça a caractérisé toute ta trajectoire professionnelle. Et je pense à un travail qu'on venait de finir avec Yves Clos autour
Il s'est interrogé, Yves Clos est un psychodynamicien du travail extrêmement connu, et il s'est interrogé sur qu'est-ce que c'est que le travail bien fait dans le cadre de la perte de sens qu'on vit tous plus ou moins dans l'engagement envers notre travail. Et il a développé quelque chose que je trouve très intéressant et qui va publier dans Santé mentale, là sur le numéro qu'on vient de terminer, c'est la notion de coopération conflictuelle. En gros, il dit, le collectif soignant, définissez ce que vous entendez par le travail bien fait pour chacun de vous, à partir des valeurs qui sont les vôtres, de façon à ne pas vous épuiser au travail. Et puis après, disputez-vous. C'est bien. Et ce conflit, cette idée de réhabiliter le conflit comme finalement liant dans le management, c'est très intéressant et ça m'a fait penser à ton histoire. Donc, merci parce que ça fait vraiment écho ce que tu me dis. Merci, oui, Jean-Paul. Allez, Jean-Paul, tu termines. Merci, Isabelle. Yves Clos, donc c'est la dispute, c'est la suite de la dispute. Mais si tu vas, c'est Christophe Dejour, c'est la construction déontique. Et la construction déontique, c'est effectivement comment on fait pour faire du beau travail, sur quoi on se met d'accord. Enlève ton masque. Sur quoi comment on fait pour faire du beau travail. Jean-Marie, en t'écoutant, je me suis dit, on est dans le thème de la journée. Je pense qu'André Roumieux, quand il a ouvert les portes, quand toi, il y a 40 ans ou 30 ans ou 35 ans à Villers-le-Lac, quand aujourd'hui on écoute, ce sont des invariants, ce sont les mêmes problématiques et exactement les mêmes questionnements. Ces questionnements sont donc invariants dans le temps, indépendamment des structures et des soignants qui les portent. Donc si c'est des invariants, on peut amener des réponses qui elles-mêmes peuvent s'appuyer sur des invariants dont la recherche. C'est qu'effectivement, ouvrir les portes, ça produit un certain nombre d'effets. Il y a 2 ans, Marilyn, elle est là, Marilyn Apt, sortir à tout prix, elle a fait sa thèse là-dessus. Elle a bien expliqué qu'effectivement, quand on enferme, l'idée c'est de sortir. Et si on ouvre, eh ben, il y a un déplacement topique de la problématique chez le patient. Qu'est-ce que je fous là? Donc on peut commencer plus facilement à travailler. On a des exemples de recherche, notamment des recherches observationnelles rétrospectives aujourd'hui sur des comparaisons services portes ouvertes, services portes fermées. Et dans les événements dits indésirables, il y a effectivement le calcul des fugues. Alors fugues, pareil, hein, c'est un vocabulaire, je ne sais pas d'où il sort, c'est bon pour les ados. Si le patient est en soins sous contrainte, c'est une sortie non autorisée. S'il est en hospitalisation libre, c'est une sortie non programmée. Donc il y a des termes, il faut choisir. Et effectivement, c'était Aude Caria dans le Psychom, a fait un très bon article qui reprenait les éléments fondamentaux suite à ce qui s'est passé à Marchand et de voir effectivement cette terminologie néo-asilaire revenir qui vient fixer des représentations qui n'ont pas bougé depuis un demi-siècle. Sur les fondamentaux du soin, le fondamental du soin, c'est effectivement d'être... C'est quoi le travail d'un infirmier? C'est être disponible pour le patient, pas pour les ordinateurs ou je ne sais pas quoi. Donc, ça s'organise, une disponibilité, et ça se prépare psychiquement. Cette préparation psychique, ce n'est pas la peine forcément de faire des exercices très sophistiqués. Ça suppose effectivement de se conditionner psychiquement à la rencontre de l'autre à partir du collectif de travail. La disponibilité, ça s'organise. Les collègues, effectivement, de GEX organisent parce qu'ils font des arbitrages décisionnels où ils privilégient la disponibilité plutôt qu'un certain nombre de soins programmés, de réunions, voire d'artefacts institutionnels. La relecture des organisations passe donc par définir, ça, c'est pas notre boulot, ça, ouvrir et fermer des portes, ça prend... Loïc, vous l'avez calculé, 1h30 par jour. On serait peut-être plus utile à faire autre chose. Hein, c'est exactement ce que tu disais, sauf que tu ne l'avais pas forcément quantifié. Et puis quand on ouvre les portes, tu l'as également décrit en termes de concept. Ça s'appelle la libre circulation, mais ça s'appelle aussi la circulation. Et la circulation, ce sont des concepts et des invariants structuraux de la psychothérapie institutionnelle. Donc nous avons des outils, nous avons des logiques, nous avons des éléments d'intégration des résultats. Le Socle Care en fait partie. On peut s'en saisir et réinvestir nos organisations. Et puis on n'est pas obligé d'être tous à la relève. Il y en a 2, 3 qui peuvent très bien rester ici et faire le train de savate. Alors là, je regarde Armel Rivalan, il est où? Parce qu'on lui doit effectivement cette notion qu'on a nous repris du côté de l'immersion, qui est cette disposition d'aller à la rencontre du patient sans autre volonté que d'être avec lui. Donc voilà, c'est des éléments qu'on peut reprendre, effectivement. Mais en tout cas, ton témoignage, il s'inscrit dans une histoire où les problématiques sont de même nature, et les réponses également. Complètement. Merci. Merci beaucoup.